le Togo demande l'assistance militaire de la France après l'attaque d'un commando qui serait venu du Ghana. Les ministres de l'Intérieur des pays européens réunis à Londres pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement français dément toute intention de négocier une libération du terroriste Ibrahim Abdallah. Championnat du monde de volley-ball à Montpellier, les Français sont opposés aux Chinois. Ce soir, retransmission de la rencontre sur Antenne 2. Nous sommes le jeudi 25 septembre 1986. Cela fait 552 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 491 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 201 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, et 141 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. J'ajouterai que le porte-parole de M. Chirac a confirmé qu'un Français, Marcel Kodari, avait bien été enlevé le 27 février dernier à Beyrouth. Enlèvement ne revendiqué. Bonsoir. Des moyens militaires français, terrestres et aériens vont être acheminés au Togo dans les meilleurs délais. C'est le ministère de la Défense qui vient de l'annoncer. Le président de la République togolaise a demandé l'assistance militaire de la France compte tenu d'une situation de tension importante dans son pays après l'attaque d'un commando composé d'hommes originaires du Ghana. La France s'engagerait ainsi au Togo en application d'accords passés au mois de juillet 1963. Explication Daniel Lecomte. Les faits tout d'abord, ces cadavres, 7 en tout, dont un ressortissant allemand et 2 hommes présentés comme des sous-officiers ghanéens, tués lors des affrontements d'hier avec l'armée togolaise. Ils faisaient partie d'un commando d'une trentaine d'hommes arrivés dans ces Land Rover, munis de fusils mitrailleurs et de lance-roquettes. Leur cible, cet homme, le général Eyadema, président de la République qui loge dans un camp militaire de la capitale. D'après la radio togolaise, il s'agit d'un commando terroriste venu du Ghana. L'attaque est violente, mais elle échoue. Outre les tués, 17 membres du commando seront faits prisonniers et montrés aux membres du corps diplomatique. Pour le général Eyadema, c'est clair, ces hommes sont les agents d'un complot étranger. C'est le Ghana du très marxiste Jerry Rawlings qui est visé. D'ailleurs, les armes de fabrication soviétique, ici récupérées sur les prisonniers, on sent la preuve, dit-il. Ce matin, le calme n'était toujours pas revenu à Lomé, mais plus grave, des échanges de tirs avaient lieu sur la frontière du Ghana. Pour comprendre l'enjeu, il faut donc regarder cette carte. D'un côté, le Togo, pays de 3 millions d'habitants, à sa tête, le général Eyadema, connu pour ses sympathies pro-occidentales. De l'autre, le Ghana, pays de 13 millions d'habitants, au pouvoir le capitaine Jerry Rawlings, un militaire progressiste qui héberge les opposants au régime togolais depuis toujours. Entre les deux, une frontière contestée dès l'origine, tous les ingrédients donc d'un conflit. Pour le général Eyadema, il s'agit dans cette affaire d'une agression extérieure. Il a donc demandé à la France son assistance militaire, une assistance prévue dans le cadre d'un accord de défense existant entre les deux pays. Des 3 pays de la zone où la France est militairement présente, c'est de Centrafrique précisément que devraient partir les troupes françaises, un escadron de blindés et l'infanterie parachutiste basée à Boire. Alors, agression extérieure ou pas, toujours est-il que la France, à quelques semaines à peine du sommet franco-africain qui doit se tenir à Lomé, ne peut se permettre aucune déstabilisation du régime du général Eyadema. À Londres, les ministres de l'Intérieur des 12 pays de la communauté européenne se sont réunis pour tenter de mieux coordonner leur action contre le terrorisme international. Ce type de réunion est organisé depuis 10 ans après des rencontres de préparation régulières de hauts fonctionnaires. C'est à la demande de la France que les ministres se sont retrouvés à Londres aujourd'hui après la série d'attentats commis à Paris. Londres, Alain Cancès pour Antenne 2. Une ligne directe va très prochainement relier les différents services de police chargés de la lutte contre le terrorisme dans les pays de la communauté européenne. Il s'agira très certainement d'un système de transmission de facsimilés, ce qui permettra de communiquer immédiatement à toutes les forces intéressées, non seulement les informations, mais aussi les photographies. Les ministres espèrent que ce téléphone rouge permettra d'améliorer la coopération entre les différentes polices. Une coopération qui jusqu'à présent n'a pas toujours été aussi efficace qu'on aurait pu s'y attendre. Les ministres ont par ailleurs réaffirmé avec beaucoup de force la volonté absolue de leur gouvernement de ne jamais céder au chantage terroriste. Nous ne ferons aucune concession au terrorisme et nous ne céderons à aucun chantage. Je crois d'ailleurs que toutes les délégations ont été unanimes et que maintenant tout le monde comprend. Et comprend bien que tout chantage appellerait des chantages supplémentaires et que tout sanctuaire, quel qu'il soit, finit toujours par se retourner contre celui qui avait cru
imprudemment transformer son territoire en sanctuaire. Tous les ministres ont par ailleurs rendu hommage au calme et au courage avec lesquels la France fait face à une situation difficile. Le ton à Londres était cet après-midi très ferme. Les pays de la communauté européenne ont fait clairement savoir qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout contre le terrorisme. On ne transige pas, les terroristes resteront en prison. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a réaffirmé ce matin sa certitude que le groupe des frères Abdallah était bien à l'origine des récents attentats à Paris et qu'il n'était pas question de discuter. Le Premier ministre, Jacques Chirac, hier à New York, après son intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies, a été tout aussi catégorique. Déclaration de Jacques Chirac et commentaire de Bruno Albin. Je suis allergique au chantage, allergique au terrorisme. Et nous n'avons aucune intention de négocier ou de discuter quoi que ce soit. Je ne sais qui a cru bon de dire que nous avions envisagé de soustraire M. Abdallah du jugement, enfin de la justice. Et je peux vous dire que nous n'y avons jamais pensé un seul instant. Et que la première chose que nous avons faite lorsque le gouvernement a été formé a été de renforcer très sensiblement le régime de sécurité dans lequel se trouve M. Abdallah. Que rien ne nous fera de ce point de vue changer d'avis, surtout pas les bons. La France ne négocie donc rien avec personne. On aurait pu penser que le voyage express du ministre de la Coopération à Damas constituait un rouage d'un mécanisme franco-syrien en vue de la solution de l'affaire. Il n'en est rien, dit-on à Matignon. Michel Aurillac a tout au plus expliqué au vice-président et au ministre syrien des Affaires étrangères le point de vue de la France. On a pu imaginer que les multiples et récents déplacements officiels français en Algérie avaient pour but d'obtenir l'aide ou l'intervention d'Alger auprès des auteurs ou des commanditaires des attentats de Paris. Il n'en est rien, affirme-t-on toujours à Matignon. Les Français ont seulement exposé aux Algériens la volonté du gouvernement de laisser la justice suivre son cours. Il reste le face-à-face spectaculaire entre Monseigneur Cappucci et Georges Ibrahim Abdallah. C'est à la demande du prélat que la rencontre a eu lieu, précise Denis Baudouin, le porte-parole de Jacques Chirac. Le gouvernement a estimé utile de laisser un éventuel message entrer dans la cellule du chef des Farles et il affecte de ne pas se préoccuper d'un autre message que Monseigneur Cappucci pourrait, le cas échéant, emporter vers d'autres cieux. Mais pas question d'élever Monseigneur Cappucci au rang d'intermédiaire ou de médiateur. La France ne discute pas, la France ne négocie pas. Telle est en quelque sorte la doctrine affirmée par le gouvernement dans l'affaire Abdallah. La doctrine est officielle, reste l'action. L'action est évidemment secrète. L'ambassadeur de France à Bagdad, la capitale irakienne, a confirmé que les 2 Irakiens expulsés de France le 13 février dernier comptent bien rentrer à Paris avant la rentrée universitaire, qu'ils ont leur visa et qu'ils seront en France en octobre. En fin d'après-midi, le président de la République recevait l'ensemble des plus hautes autorités religieuses. Ce sont les responsables des 5 grandes religions qui avaient signé le 18 septembre dernier un appel commun condamnant la flambée terroriste en France. Il s'agit du recteur de la mosquée de Paris, du métropolite orthodoxe, du président de la Fédération protestante, du grand rabbin, de l'archevêque de Paris et du président de la conférence épiscopale. L'un des 3 terroristes transférés à la prison de la Santé, Anis Nakache, donne de ses nouvelles par l'entremise de son avocat. Anis Nakache fut condamné à perpétuité pour avoir tenté d'assassiner M. Bakhtiar, l'ancien Premier ministre iranien, en juillet 1980. Anis Nakache fait dire à son avocat, maître Antoine Comte, qu'il condamne les attentats et que l'on utilise son nom abusivement. Il condamne sans réserve et d'une manière définitive les attentats aveugles qui sont contraires à tous ses principes. Y compris les plus récents. Tous les attentats aveugles sont contraires à ses principes. Il m'a demandé de faire connaître sa position. Et d'autre part, il s'insurge qu'on puisse utiliser son nom pour demander sa libération au nom d'un soi-disant comité de soutien dont il ne connaît ni les origines ni les objectifs véritables. Enfin, je crois qu'il faut ajouter, et ça c'est nouveau par rapport à sa position de février, il a acquis la certitude que sa demande de libération était un prétexte, et il est certain que le gouvernement français doit le savoir. Il pense donc que la lumière doit être faite sur cette affaire, la vérité dite, afin qu'on sache quels sont les véritables enjeux. Sur l'enquête de police, nouveau démenti venu du Liban quant à la responsabilité de Émile Ibrahim Abdallah. Il est venu lui-même, avec ses frères, au bureau de l'agence Associated Press à Tripoli, au Liban, dire son innocence.
De plus, selon le ministère autrichien de l'Intérieur, Émile Abdallah n'aurait pas transité par Vienne le soir de l'attentat de la rue de Rennes à Paris. Et puis à la rédaction d'Antenne 2, nous avons reçu par l'agence internationale d'images Vice News un document étonnant. C'est en noir et blanc, on y voit Georges Ibrahim Abdallah, on l'entend expliquer la situation libanaise. Voici un extrait de ce document avec les commentaires d'Hervé Brusini. Vice News, l'agence qui fournit ce document, en garantit l'authenticité, mais sans répondre aux questions où, quand et comment. Le document lui-même nous apporte quelques éléments de réponse. Apparemment, Georges Ibrahim Abdallah ignore qu'il est filmé. Les questions sont, semble-t-il, posées par plusieurs hommes. Le bureau où la scène se déroule n'est ni celui du juge Kleinman de Lyon, ni celui du juge Boulouk de Paris, qui tous deux ont interrogé Georges Ibrahim Abdallah. Ce n'est pas non plus le parloir d'une prison. Autre hypothèse, nous sommes dans des locaux policiers. Georges Ibrahim Abdallah s'est toujours refusé à répondre aux questions qu'on lui posait. Une seule fois, il a accepté le dialogue, c'était peu de temps après son arrestation à Lyon en octobre 1984. Entendu par les hommes de la DST, il espérait alors être rapidement libéré et exposait ses convictions politiques, ce qu'il fait ici. Rien d'étonnant à ce que la DST filme un tel entretien. C'est un document de travail. Plus surprenant, le fait qu'il soit rendu public. Il est vrai qu'un tel document a une valeur marchande certaine. Il est également possible qu'on soit en présence d'une tentative de manipulation de l'opinion dont on ne saisit cependant pas très bien ni l'origine ni l'objectif. Commentaire Bruno Ledreff. Ce matin, dans le quotidien Libération, Maître Vergès, avocat de Georges Ibrahim Abdallah, dénonce les conditions dans lesquelles son client aurait été entendu à la prison de la Santé par le juge chargé du dossier. Maître Vergès accuse le juge d'avoir menacé Ibrahim Abdallah. Au palais de justice, on s'étonne de ces accusations en rappelant que l'interrogatoire a eu lieu dans le cadre légal de la garde à vue. Le juge d'instruction Alain Marceau, chargé du dossier des attentats à Paris, a placé en garde à vue 9 personnes, 4 Libanais et 5 Français. Parmi les Français, Frédéric Auriac. Frédéric Auriac a été interpellé en fin de matinée près du Guignol du Jardin du Luxembourg à Paris, alors qu'il tenait une sorte de conférence de presse, affirmant qu'il n'était nullement clandestin et que depuis plusieurs semaines, on savait parfaitement où le trouver. Hervé Brusini et Gérard Derlet ont suivi Frédéric Auriac jusqu'à son arrestation mouvementée. Apparemment, certains policiers devaient ignorer qu'un avis de recherche était lancé contre Frédéric Auriac. Ce matin, dans les rues de Paris, encadré par ses 2 avocats, il croisait commissariats et quarts de CRS. Auriac, le militant de l'ultra-gauche pro-palestinienne, sympathisant de groupuscules type Brigade Internationale ou NAPAP, Auriac, qui a purgé 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, est aujourd'hui encore suspecté par la police. Et cette fois, dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Des soupçons dus principalement à son récent voyage en Syrie. Il serait un peu rocambolesque, disons, que j'aille, moi, militant, bon, connu, en Syrie, préparer des attentats. Je veux dire, c'est... Mais on sait aussi, Frédéric Auriac, que vous êtes un ami des FARL. Comment ça, vous savez Non, les FARL... Vous avez toujours soutenu leur action, en tout cas. Je n'ai pas soutenu l'action des FARL. Les FARL ne font plus parler d'elles depuis très longtemps. Les FARL se sont manifestés en 82 par des actions qui étaient très précises, qui ne relevaient pas, à mon avis, du terrorisme. Elles visaient des responsables. Bon, à ce moment-là, j'ai dit qu'effectivement, je n'étais pas opposé à ce type d'action qui ne portait aucune atteinte à la population. J'insiste bien là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des derniers attentats, là? Bon, d'abord, je ne suis pas un exégète en terrorisme. Je n'ai pas ni à me dédouaner, ni à prendre position sur des choses bon, qui ne me sont pas imputables. Vous voyez, c'est un peu... Enfin, je me sens dans une situation où j'aurais des comptes à rendre sur des choses dont je ne suis pas responsable. Et puis, Auriac a pris la direction du Jardin du Luxembourg, où il avait fixé rendez-vous à plusieurs journalistes. Mais un autre comité d'accueil l'attendait. Enfin, je voulais faire cette conférence de presse pour... Police, s'il vous plaît, police, allez. Dégagez-vous. Dégagez-vous. Pourquoi? Dégagez de là. Allez, arrêtez, bon Dieu, merde. Vous cautionnez les attentats? Absolument rien. J'ai toujours été contre les attentats aveugles. J'ai toujours été parfaitement clair là-dessus. Vous êtes sympathisant des FARL toujours? Absolument pas.
Selon ses avocats, Aurillac n'était absolument pas un clandestin. Il a été conduit au palais de justice où il pourrait être placé en garde à vue. Le président de la République a indiqué hier soir à Cahors qu'il avait demandé au Premier ministre de surseoir de quelques semaines à la présentation du projet d'ordonnance sur le découpage électoral. M. Mitterrand craignait de ranimer une controverse alors que l'unité nationale est plus que jamais nécessaire, a dit le chef de l'État. Et puis dans le journal Le Monde, l'ancien porte-parole de la présidence de la République, Michel Vauzel, explique pourquoi, selon lui, le président ne signera pas cette ordonnance. Toulouse, Haute-Garonne, campagne électorale. Dans 3 jours, on votera pour élire les députés, toujours selon le mode de scrutin proportionnel. Hier, nous avons observé les candidats de gauche. Ce soir, à droite, la liste d'union RPR-UDF, conduite par Dominique Baudis, et puis celle du Front National. Reportage Rachid Arabe, Pierre Le Petit. Plutôt discret depuis le début de la campagne, Dominique Baudis avait en fait économisé ses cartouches. Celui qui est dans le cœur de beaucoup de Toulousains et de Toulousaines prétend n'avoir pas besoin de courir les marchés pour se faire élire. Même si ces derniers jours on le voit plus dans les rues de sa ville, le maire de Toulouse préfère travailler dans son bureau. Bien gérer les dossiers locaux, c'est encore la meilleure façon de se faire réélire, assure cet homme qui cumule les mandats de maire, de député européen et de président du conseil régional. L'ancien journaliste, passé de l'autre côté du petit écran, se dit toujours apolitique, même si pour cette campagne, il a dû se rapprocher de la majorité actuelle. Je suis indépendant, c'est-à-dire que je mets le service de ma ville, de ma région, de mon département avant tout. Il y a 2 démarches différentes. Monsieur Jospin, et c'est tout à fait respectable, est un chef de parti politique. Moi, je suis plutôt un homme de pays, c'est-à-dire que je m'occupe des affaires des gens d'ici. Ça a toujours été ma démarche. C'est cette même démarche que Dominique Baudis avance pour expliquer qu'il démissionnera de son poste de député dès le lendemain de l'élection. La candidature Baudis aura donc contribué à ressouder le RPR et l'UDF, plutôt divisés ces derniers temps à Toulouse. Il apparaît être comme un leader actuel incontesté de la région Midi-Pyrénées. Il vit d'ailleurs dans sa vie politique avec le soutien inconditionnel du RPR, tant dans sa mairie qu'au niveau de la région. Et donc je me sens parfaitement à l'aise d'être le deuxième, mais en fait le premier bis de cette liste, puisque Dominique lui-même a annoncé qu'il se désisterait dès l'élection terminée. En mars dernier, Dominique Baudis avait eu besoin des voix d'extrême droite pour être élu à la présidence du conseil régional de Midi-Pyrénées. Cette fois encore, le Front National et son chef de file, Gilbert Mellac, cherchent visiblement à garder le contact avec le maire de Toulouse. Mais écoutez, je crois qu'en politique, il y a des nuances. Il y a des concurrents qui partagent avec vous un projet de société, même s'il y a quelques différences. Et puis, il y a des adversaires, le Parti socialiste et le représentant du totalitarisme, le Parti communiste. Pour le Front National, pas encore bien implanté dans la région toulousaine, cette élection est plus qu'importante. Jean-Marie Le Pen lui-même s'est déplacé 3 fois en 3 semaines à Toulouse pour soutenir la liste d'extrême droite qui pourrait arbitrer le duel Jospin-Baudis. Présentation du budget du ministère de la Culture par M. Léotard. Le ministre ne veut plus saupoudrer des crédits dans toutes les directions imaginables. Beaucoup d'associations ne recevront donc plus de subventions de l'État. Le ministre s'est dit globalement satisfait de son budget qui représente 0,7% du budget de l'État, soit plus que l'an passé. À noter la nomination du comédien Francis Huster à la direction du théâtre de l'Athénée à Paris. À Dijon, les huissiers réunis en congrès attendent du ministre de la Justice des possibilités plus grandes pour recouvrir les dettes. Ils ont également évoqué les failles des cartes de crédit. Dijon, commentaire Paul Lefebvre. Nous sommes, disent les huissiers, les médecins de l'impayé. Belle formule par laquelle ils veulent rappeler qu'ils ont la mission délicate de vous faire payer vos dettes, c'est sûr, mais celle aussi de récupérer l'argent qu'on vous doit. Cela, c'est pour l'image de marque. Cette année, à Dijon, ils constatent 12 millions de cartes de crédit en France, une nouvelle monnaie et finalement peu de protection pour le consommateur, qu'ils appellent le porteur. Et ils ajoutent, les banques y vont tout de même un peu fort. La banque peut modifier à tout moment les termes du contrat passé avec vous et par exemple vous retirer la carte sans recours si elle le désire. Les huissiers, d'autre part, réclament beaucoup plus de sévérité dans les sanctions. Sanctions envers ceux qui volent ou qui falsifient vos cartes, sanctions envers ceux qui détiennent les secrets informatiques et qui les livrent. Demain, le garde des Sceaux va sans doute leur annoncer une réforme qu'ils attendent depuis longtemps, l'accès aux fichiers de la Banque de France. Quelqu'un vous doit de l'argent et vous ne savez pas où est son compte. L'huissier, si les juristes sont d'accord, pourra le découvrir et récupérer votre dette. Si on vous doit, c'est bien. Si vous devez, tant pis.
Le rythme de construction des autoroutes va s'accélérer en France l'année prochaine. 180 km doivent être réalisés en 1987. Et puis le TGV, c'est-à-dire la SNCF, veut développer ses lignes entre provinces. Aujourd'hui, on inaugurait un TGV Rouen-Lyon. Très vive réaction après la suppression de la déduction fiscale pour les travaux d'économie d'énergie. L'Agence pour la maîtrise de l'énergie parle d'erreurs stratégiques graves. Le ministre du Logement a expliqué que la prolongation de ces mesures n'était pas souhaitable en raison de la baisse d'intérêt qui permet de financer ces travaux. Désengagement de l'État dans la capitale de la société Elf Aquitaine. 11% du capital sont mis en vente sur le marché financier. Les petits boulots. Suite de notre série de reportages sur ces petits boulots, encouragés par le ministre des Affaires sociales, Philippe Seguin. Ce dernier évoquait hier au Forum de l'Expansion les porteurs de journaux. En voici un exemple en Alsace avec le reportage de Patrick Boitet et Roger Mathurin. « 4h30 ce matin, comme tous les matins à Strasbourg, Jean-Jacques Bielescas commence à tourner pour les dernières nouvelles d'Alsace avec ses collègues du dépôt. 280 exemplaires à livrer, en gros, 1h30 de marche. Jean-Jacques gagne autour de 2500 francs par mois pour livrer le journal 7 jours sur 7. Boucher de métier, il enchaîne après avec sa journée de travail. C'est pas trop dur? Si, avec les intempéries, surtout l'hiver. Et les chiens. Les chiens qui nous agressent des fois dans le portage de la nuit, qui gardent les maisons. Pourquoi faites-vous du portage si vous êtes boucher? Pour améliorer mon train de vie, vu que ma femme avait pendant longtemps été au chômage. Et ça vous fait des journées de 12-13 heures? 12-13 heures, oui. Mais il faut faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Sinon, on n'y arriverait pas. Ils sont 1800, comme Jean-Jacques, à travailler pour les dernières nouvelles d'Alsace, plus souvent pour un salaire d'appoint que pour pallier au chômage. 85% du tirage du journal est ainsi livré gratuitement au domicile des abonnés. Une formule de distribution onéreuse pour le quotidien alsacien, mais qui présente deux avantages indéniables par rapport à la distribution classique. Nous connaissons dès le début du mois le nombre de journaux que nous devons tirer, donc adéquation parfaite entre le tirage et les journaux effectivement achetés durant tout le mois. Deuxièmement, ça nous permet de bien connaître nos lecteurs et donc de les fidéliser grâce au portage à domicile. L'exemple alsacien peut-il servir à tous les quotidiens français et procurer ainsi du travail aux chômeurs? Pas si simple. Le portage à domicile traditionnel en Alsace nécessite une organisation colossale. De plus, la concentration des ventes n'est pas la même en ville ou à la campagne. En région parisienne, le portage à domicile coûte plus cher. Au Figaro, par exemple, on ne l'utilise que dans les quartiers de grande diffusion comme Neuilly. Seules des incitations fiscales permettraient de développer l'expérience. Il est certain que s'il y avait moins de charges sociales, voire, comme on peut l'espérer, pas de charges sociales sur ces emplois, il nous serait d'autant plus facile d'en employer un plus grand nombre et d'aller porter des journaux à des abonnés dans des zones où leur densité est moindre et où donc le prix de revient rendrait a priori impossible de le faire. Mais le portage à domicile ne fait pas que des adeptes. Casse-cou, disent les distributeurs traditionnels. Le développement de cette formule risque de nuire au point de vente habituel. Nous nous torpillent. Oui, nous torpillent. Est-ce qu'on vendra plus et puis nous fait faire des heures et tout? Il y aura des petits kiosques qui travailleront plus de tout. Oui, les petits kiosques au coin des rues, ils sont là pour les gens du quartier. Ben, s'ils n'ont plus leurs journaux, ben, ils n'ont plus qu'à se foutre à l'eau aussi, eux. Selon Philippe Seguin, le développement du portage à domicile pourrait amener la création de 5000 petits boulots. Mais il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment d'emplois déjà existants, en quelque sorte déshabiller Pierre pour habiller Paul. Attention à la grippe. Je sais, cet avertissement manque d'originalité en début d'automne, mais pour plus de prudence, je vous annonce un nouveau vaccin. Celui de l'an dernier n'est plus valable car le virus qui menace a changé. Commentaire, explication, Pierre Ly. Ces jours derniers, les pharmaciens ont reçu le nouveau vaccin contre la grippe. Celui qui sera valable l'hiver prochain. Une ampoule injectable vendue moins de 50 francs. La piqûre vous protégera des 3 virus les plus redoutés. Le vaccin est gratuit pour les plus de 75 ans, inscrits au régime général de la sécurité sociale. Il leur suffira de se munir de ce formulaire visé par leur médecin pour l'obtenir à la pharmacie. Mais le risque de la grippe ne s'arrête pas aux personnes âgées. En plus des personnes âgées, les personnes qui courent le plus grand risque d'attraper la grippe et d'avoir une grippe sévère, ce sont les gens qui ont une insuffisance cardiaque, rénale, pulmonaire, parce que la grippe risque de déséquilibrer
leur affection. C'est-à-dire qu'elles sont juste en équilibre. La grippe donne un petit coup de pouce qui les déséquilibre et qui rend la maladie beaucoup plus grave. Alors il faut qu'elles se fassent vacciner dès maintenant. Alors tous ces sujets doivent se faire vacciner dès le début de la campagne, c'est-à-dire maintenant, pour être certainement protégés à partir du 15 décembre, quand la saison de la grippe risque de commencer. La vraie grippe, il faut la prendre au sérieux. En 85, elle a fait 1500 morts en France. Alors vaccinez-vous avant l'arrivée du virus. Sport, championnat du monde de volleyball, ce soir sur Antenne 2 à 22h15, retransmission en différé de France-Chine. C'est la deuxième rencontre des Français après leur succès contre le Venezuela. Le match vient de commencer, on voit le score avec Brigitte Duvauchel. Eh bien, les Français en bleu face aux Chinois en blanc. Deuxième rencontre du groupe A. Le match vient de commencer il y a 25 minutes. Les Français ont remporté le premier set 15-6, un set bouclé en 15 minutes. C'est dire l'efficacité des Français, l'intensité, la densité de ce début de match. Les Français vainqueurs hier soir du Venezuela partent favoris dans ce match face aux Chinois. Décevant hier, les Chinois battus par les Italiens à 3-0. Des Français donc super motivés, super entraînés après un stage de 18 mois. Un dernier test pour les Français avant le match décisif demain soir France-Italie. Le volley italien est l'un des tout meilleurs au monde. Donc, fantastique début de match où les Français ont donné la leçon aux Chinois. Les Français très organisés, très efficaces, que ce soit dans leur combinaison ou au contre. Mais en ce moment, autre tournure du match, eh bien, les Chinois sont en train de reprendre. Et au deuxième set, eh bien, nous sommes à égalité 3-3, un match donc qui promet d'être passionnant. Je vous rappelle que dans le premier set, eh bien, les Français sont imposés 15-6. Rendez-vous 22h15. Grosse surprise à Leningrad au championnat du monde d'échecs où le prétendant Anatoly Karpov a remporté la 19e partie qui l'oppose au tenant du titre Garry Kasparov. Les deux joueurs sont actuellement à égalité de points. Comme un grand échiquier musical, on a transformé un kiosque en place à musique. Alors je m'explique, on fait un pas, puis un autre, en avant, en arrière, et les sons se succèdent. À chacun de jouer selon ses pieds. Cela se passe au Parc Montsouris à Paris. Maintenant dansent, alors ça les entraîne, mais sur de la bonne musique, pas du... Ce serait pas mal si les discothèques étaient comme ça. Se déplace dans la forêt par exemple, on déplace avec soi tout un monde de bruit, les graviers crissent, les feuilles craquent. Dans les kiosques à musique, tout le jeu va se développer à partir du mouvement des gens et de la musique qui naît. Le reste, les situations, les rencontres qui peuvent se produire éventuellement, ben ça, c'est magnifique si ça se produit. L'algébrique atomique musicienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, il y avait un quartet aujourd'hui à Maison Lafitte. Voici les résultats de ce quartet. 5, 4, 9, 15. Dans l'ordre, cela vous donne 88 974 francs. Et dans un ordre différent, 7 414 francs 50 pour 5 francs de mise, bien sûr. La météo, les orages ont été très violents dans le sud-ouest, Laurent Boussier. Oui, absolument. On va commencer par des images d'inondation, si c'est possible, si on les voit dans quelques instants. Voilà, des images d'inondation dans la région bordelaise pour commencer, où il est tombé hier en 24 heures. Plus d'eau que pendant un mois de septembre normal. De la pluie, des ondées, des orages violents qui ont affecté aussi les régions de Montpellier et de Nîmes, où un vendangeur a été tué par la foudre. En fait, ces pluies ont affecté des départements qui souffraient de la sécheresse. C'est ça le problème avec l'eau. Il y en a généralement trop ou pas assez, mais rarement juste ce qu'il faut.
Cela dit, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, le beau temps revient et pour une fois, il revient par le nord. Regardez la photo au satellite prise cet après-midi par Météosat. Vive le nord, parce que c'est grâce à lui que nous allons avoir du beau temps. Il y a un anticyclone sur la mer du Nord. Cet anticyclone amène de l'air plus froid, c'est vrai, mais surtout plus sec. Alors il va pousser les nuages vers le sud, des nuages qui, dans la nuit, dans la journée de demain et surtout pendant le week-end, vont s'éloigner définitivement vers l'Italie. Alors on regarde maintenant la carte du temps prévue pour demain. Vous allez voir, elle est beaucoup plus ensoleillée que celle d'hier. La voilà qui arrive. Au nord de la Loire, c'est pratiquement du beau temps, de très belles éclaircies, quelques petits nuages résiduels et quelques petites brumes le matin, évidemment. Alors qu'au sud de la Loire, ça va encore relativement mal. Sur l'Aquitaine, il y aura des nuages, mais peu ou pas de précipitations. Sur la région Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur, la Corse, les Alpes, l'Ardèche et l'Auvergne, un ciel là aussi nuageux avec des ondées et parfois encore des orages. Seule la région marseillaise connaîtra un temps relativement ensoleillé, mais ça c'est grâce au Mistral et un petit peu aussi à la tramontane. Côté température, c'est de l'air qui vient du nord, alors c'est de l'air froid forcément. Elles sont en baisse ces températures de 14 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 degrés à 15 degrés à Paris, 15 degrés sur une grande partie de la moitié nord. Elles sont en baisse aussi sur la moitié sud de 17 à 22, 23, 24 degrés seulement en Corse. Vous voyez des températures qui deviennent petit à petit automnales. On passe à notre agenda pour terminer, comme tous les jours évidemment. Demain sera le vendredi 26 septembre. Le soleil se lèvera à 7h44, se couchera à 19h40, 4 minutes de soleil en moins. Ce sera la Saint-Pacôme et Damien. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2 vous sera présenté à 23h30 après le volleyball avec Philippe Arrouard. Demain à 20h, Bernard Rapp. Bonsoir, merci.